quand ta baraque elle brûle, même s'il y a des bons pompiers, ça te préoccupe toujours un petit peu quoi. Donc je vois un peu le truc comme ça. Moi aussi j'ai du mal à lâcher complètement. En fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais la vision solo en pensant que c'était en étant seule que je serais libre. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas ça et que c'était plutôt en étant bien entourée que je serais plus libre. Je le dis à chaque fois, mais maintenant dans l'équipe, c'est peu importe s'il y a une personne ou 10 personnes ou 50 personnes, il faut juste que ça soit des players à l'équipe. Parce que des fois, on a tendance à surstaffer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Charlotte, Gérald, j'ai très envie que l'on parle ensemble d'équipe, parce que pour libérer l'entrepreneur, il y a forcément de la structure qui permet cette libération, et un des piliers de la structure, ce sont les êtres humains qui y opèrent. Alors vous avez eu au cours de votre carrière entrepreneuriale plusieurs approches en termes d'équipe, parfois des équipes conséquentes, parfois des équipes plus réduites, parfois même un retour en mode solo. Et on aurait tendance à penser que plus on réussit, plus on a de grandes équipes. Et j'ai tendance à constater, et peut-être que vous allez me challenger là-dessus, que la vérité, ça peut être un peu nuancé, quoi. C'est pas forcément le cas qui dit grosse équipe, dit grosse CA. Alors, quelle est la meilleure approche selon vous en termes d'équipe? Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter? Gérald, je te propose de démarrer. Avec plaisir. Ouais. Il y a eu un gros shift en plus cette année avec on est passé d'une équipe conséquente, un peu moins de 30 personnes. On a toujours cette équipe-là, mais j'ai monté mon solo business à l'intérieur de la boîte. Parce que justement, j'avais envie déjà de remettre les mains dedans, on en parlait tout à l'heure, mais j'avais aussi envie d'avoir une structure plus light. Et donc, le projet de Mastermind aujourd'hui, il ne tient sur quasiment personne de l'équipe. Il y a Baptiste qui me donne un coup de main pour les rencontres, mais sinon je m'occupe de tout. Je suis reparti comme si j'avais démarré une nouvelle boîte, alors que c'est qu'un produit de la boîte. Mais en fait, ça m'a fait un bien de dingue. Et ça a été possible que parce que justement, la première équipe a été hyper bien structurée, que j'ai pu m'enlever à 100% et que j'ai pu lancer mon autre truc à côté. Euh, et je pense que maintenant, ça fera toujours partie de mon fonctionnement. J'aurai toujours un petit business à côté, sans équipe. Mais par contre, je le structure comme si je devais le déléguer. Tout à l'heure, Charlotte, tu parlais de le mettre comme si on le mettait en franchise. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Et sur ce solo business, j'ai beaucoup de procédures, de tâches automatiques. Toutes les tâches en run, elles sont automatisées. Et ça fait un bien de dingue. Et je pense que ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas les bonnes personnes aux bons endroits sur le business principal qui est l'incubateur. Donc voilà, nous, en termes de bras droit, etc., il y a un CTO, parce que ce qu'on fait, c'est assez technique. Il y a un CMO et ensuite il y a une COO qui s'occupe de tout le fonctionnement, vu que c'est très processisé avec les process de certification qualité, etc. On est obligé de vraiment être rigoureux. Donc voilà. Mais il y a très peu d'innovation dans le business où je suis pas, par contre. Donc si on répond à la question de grosse ou petite équipe, ta réponse, ça serait un peu plus nuancée. En fait, il y a un peu le business kiff d'un côté et le business usine de l'autre. Euh, le business kiff, c'est mon solo business, c'est le mastermind, je le fais, je passe du temps avec mes clients, j'envoie moi-même mes factures, j'envoie moi-même mes relances. Donc vraiment, je suis allé jusqu'au bout de la non-délégation, quoi. Et j'avais un peu le syndrome de l'assistant aussi, hein. C'est-à-dire que je ne savais même pas le mot de passe de mes mails. Enfin, j'étais quand même assez, j'étais quand même un peu enlisé là-dedans, mais ça m'a fait un bien de ouf de faire ça parce que c'est un business kiff. Donc un peu, tout à l'heure, enfin, dans un précédent épisode, je disais un peu le truc promener son chien, mais c'est un peu ça le truc. Et à côté, il y a le business usine où en fait, c'est des process à l'échelle, puisqu'il y a beaucoup de volume de clients et c'est ultra processé et c'est ultra contrôlé. Donc là-dessus, il y a très très peu d'innovation.
Dès qu'on bouge un truc, on le fait valider par un avocat, etc. etc. Donc, il y a, sur le changement, ouais, il y a un peu ces deux typologies de business dans la boîte. Ouais, t'as vraiment les deux approches. Et toi, Charlotte? Attends, est-ce que je peux Ah oui. interviewer Gérald aussi? Moi, Vas-y. j'ai une question pour Gérald aussi. C'est sur la vision aussi de l'évolution de ce business. Ce que tu dis, c'est comme si je le franchisais, mais au final, c'est moi qui gère aujourd'hui. Où est-ce que tu veux l'emmener? Et en termes du coup de charge de travail, et tu vois le côté 20-80 où stock envoie les factures, donc tu n'es pas focalisé que sur ce qui apporte le plus de valeur à la boîte. Comment tu le vis? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est tenable en fait? Alors, je pense moi que ce truc-là, c'est pas du tout scalable. Et ça tombe bien parce que c'est pas un business usine, c'est un business kiff. Et tant que ça me plaît, là, en moyenne, je passe environ 5 heures par semaine avec les clients. Donc, c'est beaucoup. Surtout que je dois travailler entre 30 et 35. Je ne bosse pas le mercredi, donc j'ai des grosses semaines les autres jours. Mais donc voilà, je passe quand même beaucoup de temps avec les clients. Ensuite, tout le truc de facturation, etc., c'est délégué à la machine, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quand même, quand on rentre dans l'onboarding, c'est quand même assez bien géré. Mais il n'y a personne pour le faire. Et donc, et en fait, il n'y en a pas besoin. Et je pense que j'aurais pu complexifier ce business. J'aurais pu me créer de la charge mentale. Et surtout qu'au moment où je lance ce business-là, c'est surtout pour simplifier tout mon. C'est pour avoir un business simple. Parce que je trouvais que le business initial était trop compliqué. J'étais assez traumatisé des contrôles qu'on avait eus. Et donc, du coup, je m'étais dit, je vais lancer un petit truc à côté. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est clairement pas scalable. Donc, en termes de vision, aujourd'hui, c'est un business de passion. Donc vraiment, c'est pas optimisé et c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas son but. C'est pas son but premier. Je sais pas si je réponds bien à ta question, Charlotte. Si, très bien. Et toi, de ton côté, Charlotte? Ouais, du coup, de mon côté, en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais la vision solo en pensant que c'était en étant seule que je serais libre. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas ça et que c'était plutôt en étant bien entourée que je serais plus libre. Et en fait, le fait d'avoir une équipe sur Postadem, c'est pas du tout ça qui m'a fait me dire tiens, j'en ai marre d'avoir une équipe, je veux revenir à du solo. Au contraire, en fait, quand j'avais commencé à perdre du sens et du kiff dans Postadem, le truc qui me permettait d'avoir du sens et un pourquoi, c'était l'équipe, en fait, pour le coup. C'est-à-dire que ça m'apportait beaucoup plus de sens de faire grandir l'équipe et que les personnes de l'équipe s'épanouissent dans leur travail que les clients. Parce que la vocation de Postadem, c'est ça, hein, c'est s'épanouir dans son boulot. Ça avait plus de sens de le voir directement auprès de l'équipe. Donc, j'aime avoir une équipe et je pense que c'est un levier de développement incroyable en fait pour l'entrepreneur, tu vois, et aussi le côté dev perso, mindset et croissance. Enfin, pour plein de raisons, je pense que c'est un super levier. Mais je pense qu'effectivement, il y a ce risque de vouloir faire grossir, de vouloir structurer beaucoup. Et on l'a vu, tu vois, ces 12-18 derniers mois dans le mastermind, soit 67 ou 78, une espèce de volonté de retour à de la simplicité et du coup de réduire les équipes, soit par choix, parce que justement, problème de management, envie de simplicité, ou alors contraint parce que situation économique un peu plus complexe pour certains. Moi, je suis passée par là, hein, j'en ai parlé dans un des épisodes précédents, donc du coup, j'ai dû réduire. Mais du coup, en faisant ça, ça permet aussi de simplifier la façon de travailler en équipe. Donc en fait, il n'y a pas de est-ce qu'il vaut mieux une équipe, est-ce qu'il vaut mieux solo, grande équipe, petite équipe? En fait, ça dépend juste de où en est le business, de pourquoi on le fait, hein, c'est toujours pareil. Et effectivement, moi, dans le nouveau business que je développe déjà depuis plusieurs mois, je suis solo pour le moment. Là, je suis en train d'échanger au moment où on enregistre pour commencer à m'entourer. Mais je pars sur des recrutements avec une grande simplicité. Par exemple, quand j'avais commencé sur Postadem, il n'y avait pas les profils du type online business manager, du type assistant virtuel, tu vois, un peu couteau suisse. C'était pas un truc qui se faisait à mon époque quand je me suis lancée. Donc en fait, j'ai construit directement avec des spécialités. Alors que là, aujourd'hui, je me dis, ben si, je peux partir déjà avec quelque chose de très simple, tu vois. Moi, j'ai moins cette fibre, c'est même pas j'ai moins, je n'ai pas cette fibre automatisation, outils techniques, et je pense que c'est un truc sur lequel je perds beaucoup, et c'est quelque chose, je pense, où j'aurais intérêt à progresser, parce que ça pourrait peut-être être remplacé par des automatisations. Mais c'est pareil, c'est que ce business autour des immersions, que ce soit de l'individuel, du collectif, pour l'instant, c'est déjà un chouette business qui tourne très bien et qui se fait avec juste moi. J'ai une assistante administrative, elle envoie les factures. J'envoie pas les factures, mais quand même, et ça fonctionne comme ça. Donc maintenant, ça dépend de la vision. Je vois, Gérald, que toi, tu as cette capacité à avoir ce business usine plus le solo business. En fait, moi, je n'ai pas réussi à voir ça.
C'est-à-dire que j'aurais pu garder Postadem avec, tu vois, juste quelques heures par semaine et le truc qui tourne, plus développer mon autre business, et c'est ce que toi tu fais. Moi, j'ai pas réussi à faire ça et je pense que j'ai pas souhaité faire ça. Peut-être déjà parce que le premier business, moins de sens pour moi, mais je pense que c'est pas juste ça. Je suis pas du tout multitâche, j'arrive pas à être focus sur deux choses en parallèle. Et en fait, même si en termes de nombre d'heures, ça prenait peu de temps, il y a une forme de, tu sais, la charge mentale qui est associée à ça, en fait. C'est un peu comme l'immobilier, où même si t'en as pas beaucoup, il y a ce truc de, ouais, mais il peut y avoir un pépin, je peux être sollicité pour ça, est-ce que tout va bien, je check le compte en banque, le machin. Et ça fonctionne pas bien, ça, chez moi. J'ai pas ce truc en moi dans l'énergie. Donc, c'est pour ça que là, je repars sur du simple et un seul business. C'est chouette que tu parles d'automatisation, parce que c'est vrai que chez toi, Gérald, ta petite équipe, voire même solo, mais pour avoir pu jeter un œil à ton Notion, c'est quand même bien automatisé, structuré. Je pense d'ailleurs que nous, comment dire, on a la chance de discuter avec Shubham Sharma sur ces sujets-là dans le 78, et je pense que chaque entreprise soit aura quelqu'un de dédié aux automatisations, à l'IA, etc., dans sa propre boîte, soit aussi que ce soit une compétence, comme tu parles anglais, tu vois, une compétence dans tous les CV. Je suis Make, j'ai la certification Make, j'ai la certification ChatGPT, parce que au-delà des équipes, c'est un effet de levier assez incroyable. Et c'est vrai que, en fait, en taille d'équipe, moi, je crois que je suis passé un peu partout aussi. Je pense que déjà, il y a une question du business model. Alors, Gérald, que tu arrives à gérer des rencontres mastermind à deux, enfin, c'est juste incroyable. Je sais que nous, on a des membres de l'équipe justement pour les events, pour le coaching, etc. Et que, en fait, le business model aussi fait qu'on va avoir petite, grosse équipe, etc. Puis après, si ça dépend de l'ambition que l'on a, et je suis d'accord que quand on arrive dans des phases où c'est quasiment que du run, on peut avoir une équipe. Moi, j'aime bien cette idée de squad, quoi. Vraiment, petite équipe soudée, qui fonctionne bien ensemble. Et quand on est dans des phases de build, nous, on l'a été pendant pas mal de temps. Là, on arrive sur une phase vraiment de run chez Square notamment. C'est, on n'a pas besoin d'avoir toute cette strate de leadership team, de CMO, de CSO, etc. Mais c'est juste d'avoir une équipe justement hyper soudée, opérationnelle, qui délivre, qui dépote, qui, oui, construit certaines choses du build. Mais quand c'est plus... nous, on a passé vraiment la vague de la structuration massive. Et donc là, on a justement en 2023, fin 2023, on a restructuré. C'est un bien joli mot pour dire déstructuré, c'est-à-dire qu'on est revenu à une équipe beaucoup plus petite, mais ça nous a fait un bien fou. Il y a un regain d'énergie, etc. Donc, moi, des fois, je me dis peut-être qu'il y a, encore une fois, pour reprendre cette métaphore dont on a parlé dans un précédent épisode, le côté, voilà, faut prendre du muscle, il faut prendre à la fois du muscle et du gras, puis à un moment donné, il faut juste revenir à quelque chose de beaucoup plus lean. Mais dans tous les cas, je le dis à chaque fois, mais maintenant dans l'équipe, c'est peu importe s'il y a une personne ou 10 personnes ou 50 personnes, il faut juste que ça soit des players à l'équipe. Parce que des fois, on a tendance à surstaffer, mais de B-players, on en reparlera dans un autre épisode, je l'espère. Parce que ça, moi, je préfère avoir aujourd'hui une petite équipe de A-players bien soudée, bien structurée, qu'une grosse qui soit moins efficiente. Il y a une sorte de, je sais pas si c'est une citation, un framework ou quoi, mais c'est qu'au départ, il faut être guerrier et après, il faut être soldat. Et je trouve que c'est un petit peu ça. Le build, c'est un truc de guerrier. C'est en mode 4 vikings qui débarquent et qui vont prendre par surprise avec beaucoup d'efficience un village et versus une armée je sais pas, une armée ultra structurée qui, elle, va dérouler les process, et qui va justement après dérouler et être, enfin voilà, et être ultra organisé. Et je pense qu'il y a ces deux phases-là. Mais en termes de charge mentale, comme tu le disais, Charlotte, tout à l'heure, quand ta baraque, elle brûle, même s'il y a des bons pompiers, ça te préoccupe toujours un petit peu, quoi. Donc je vois un peu le truc comme ça. Moi aussi, j'ai du mal à lâcher complètement. Et dans l'incubateur, je suis clairement, mon rôle, c'est la vision, elle est assez figée. Enfin, ce que l'on fait est assez figé. C'est un produit et la vision, elle concerne plus l'ensemble de la boîte. Mais sur ce produit-là, mon boulot, c'est de justement gérer ces automatisations. Et donc, je suis un peu l'intégrateur de cette boîte-là. Et moi, ça me fait kiffer parce que c'est un truc de geek et j'adore ça. Et pour le coup, c'est hyper sympa parce que vu que c'est un business qui est processé par design, c'est ultra intéressant de l'organiser. Mais ouais, je pense au Romain, comme tu disais, il y aura ces compétences. Il y aura ces compétences d'automatisation dans toutes les boîtes, soit en fractionnel comme vous, enfin vous allez très certainement avoir le sujet, ou soit à temps plein, je sais pas, mais moi aujourd'hui l'incubateur, je bosse une demi-journée dessus et ça tourne parce que mon boulot c'est je discute qu'avec Notion quoi. Donc voilà.
Et peut-être un autre angle je sais pas, j'aimerais partager en termes d'équipe, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est pas statique, il y a des mouvements, soit de contractation, ou je sais pas si ça se dit d'ailleurs, de plus petites équipes, de grosses équipes. Il y a un exercice qu'on a fait, c'était en juillet dernier dans le Master 67, qui a eu un écho incroyable et qu'on refera, c'est le bouton rouge. C'est de se dire, devant soi, on a un bouton rouge fictif, on appuie dessus et tous les membres de l'équipe sont partis. Et puis on a le droit de rappuyer une fois sur le bouton rouge. Et quand on appuie dessus, en fait, on a le droit de faire revenir qui on veut. Les enseignements de cet exercice, entre savoir que le nombre de personnes, finalement, on ne réembaucherait pas si on avait l'opportunité, et puis ceux qu'on réembaucherait, c'est-à-dire vraiment les players, les gens avec qui on veut vraiment continuer, en fait, cet exercice-là, soit on est confronté à le faire, et encore une fois, on est dans le mur, on doit le faire, et c'est aussi de se poser la question. Et moi, je sais que maintenant, chaque trimestre, vraiment, il y a toujours un mouvement, à minimum, un mouvement majeur dans l'équipe. Soit c'est un nouveau recrutement, soit c'est ce qu'on pourrait appeler une élévation, c'est-à-dire un membre de l'équipe qui passe à un nouveau statut, qui change de poste, mais aussi, on doit se séparer de quelqu'un. Je sais que chaque trimestre, ça arrive et que ça fait partie justement de la vie d'une entreprise. Où au départ, des fois, je me disais, on se sépare de quelqu'un, c'est compliqué, mais au final, c'est toujours bon pour tout le monde, en fait. Hein. Nous, ça nous est vraiment arrivé de devoir virer tout le monde et du coup de devoir reconstruire. C'est quand on a eu notre gros contrôle Caisse des dépôts, on a viré la quasi-totalité de l'équipe. On l'a bien fait, c'est bien passé, ce qui fait qu'on a pu les rembaucher, certains 3 mois et 6 mois après. Et en effet, il y a des gens, on était tristes de les quitter humainement, mais on s'était embourgeoisé, on avait trop de rôles support et pas assez de rôles sur la croissance, et on n'a pas renouvelé tout le monde. Il y en a certains avec qui on s'est associés, mais on les a pas repris dans l'organisation de la boîte. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant de le faire aussi avec, je digresse un peu, mais avec la trésorerie de la boîte. C'est OK, partons du principe qu'il n'y a plus de trésor dans 72 heures. Qu'est-ce qu'on met en place pour justement faire ça? Et donc, c'est un petit peu pareil. En gros, comment on s'affranchit d'une ressource. Et moi, j'aime bien dire, des fois, on s'embourgeoise. Et c'est un petit peu ça, quoi. Avec la trésor et avec les humains, avec les ressources, on peut avoir tendance à ne plus être véloce, à perdre un peu ce côté guerrier et être un peu trop soldat. Donc, je pense que c'est un très, très bon exercice. D'autres choses à rajouter, Charlotte? Gérald? Non, bon, vrai sujet, les équipes. La réponse, elle est, encore une fois, je m'en doutais, nuancée. Mais de tout ce que vous avez partagé chacun, c'est que ça dépend beaucoup de la vision qu'on peut avoir. Ça dépend aussi beaucoup du kiff que l'on souhaite avoir. Ça dépend aussi beaucoup des profils. Tu voulais ajouter quelque chose, Gérald? Je voulais te dire, en ce moment, c'est la mode des business un peu Bernard Tapie. En plus, il y a eu la série qui est sortie. Et ces business de rachat d'entreprises, etc. Et on discute. Il y a Pedro notamment qui est dans tes programmes, qui fait du rachat d'entreprise. Quand tu lui poses la question, et on lui pose toujours la question, est-ce que quand on rachète une boîte, il faut connaître le secteur? Est-ce qu'il faut avoir de l'affinité? Il dit non, surtout pas. Parce qu'il y a toujours cette notion de business kiff et business usine, et notamment pour pouvoir être complètement détaché émotionnellement de la prise de décision, qu'elle soit très rationalisée, que les ressources ne soient pas surdimensionnées, etc. Et donc vu que c'est vachement la mode, c'est business un peu Bernard Tapie, parce qu'il y a un énorme... enfin, médiatiquement, en ce moment, on entend parler que de ça. Je pense que c'est un peu un changement dans nos industries où quand même les enseignements qu'on dispense, qu'on vend une expertise, c'est des trucs qui nous passionnent, quoi. Donc je vois vraiment en fait que le marché il s'étire sur ce côté business tapis de l'autre, business usine et business passion pour l'autre partie. Top, super. Bah, merci Gérald, merci Charlotte pour vos insights. Ce que je vous propose, c'est que on se repose un petit peu. Là, on va se faire une petite tasse de café et puis on se retrouve pour un avant-dernier épisode de la série. J'en ai 2 là en stock où je compte sur tous vos insights. Ça marche, ça nous va.